commence avec la deuxième conférence plénière de ce matin, avec Raphaël Bezard-Pessi, du CNRS et de l'université Aix-Marseille Université, qui va donner un exposé sur de périodes automorphes et conjectures de Gane-Gross-Hasal. Ok, merci. Alors, dans cet exposé, je voudrais effectivement parler de certaines conjectures dues à Gane-Gross et Hasal, portant sur ce qu'on appelle des périodes de forme automorphe. Mais avant d'en arriver là, et afin de motiver un peu le contenu de ces conjectures, je pourrais faire une assez longue digression, en commençant par un sujet tout à fait classique, qui est celui des harmoniques sphériques. Donc, les harmoniques sphériques, c'est une sorte d'analogue pour la sphère des dimensions 2, de la théorie des sphériques Fourier. Et donc, on peut l'écrire, enfin, la théorie se résume en quelque sorte par cette décomposition de l'espace L2 de la sphère en somme directe orthogonale, des espaces de polynômes harmoniques homogènes de degré L, que j'ai noté réel. Et donc, les éléments de ces espaces, c'est ce qu'on appelle les harmoniques sphériques. Et donc, ça vous permet notamment de décomposer n'importe quelle fonction raisonnable sur la sphère, comme combinaison linéaire potentiellement infinie de ces harmoniques sphériques. Alors, cette décomposition, on peut la comprendre comme, pour les sphériques Fourier, en termes de théorie d'implantation. Il s'agit en fait de la décomposition en représentation irréductible du groupe des rotations de l'espace, SO3. C'est-à-dire que les VL sont les plus petits sous-espaces invariants de l'espace L2 pour cette action. Et donc en fait, on peut dire même un peu plus, cette décomposition a des très bonnes propriétés, puisque les VL qui apparaissent ici sont exactement toutes les représentations irréductibles de SO3, et elles apparaissent toutes exactement une fois. Alors il y a une différence par contre notable par rapport à la théorie des séries de Fourier, c'est que la dimension de ces représentations irréductibles sont quasiment jamais 1. Et donc là, on a obtenu effectivement une décomposition de l'espace des fonctions de la sphère en espace de dimension finie, mais on n'a pas tout à fait obtenu une base. Donc ça va être le premier thème de cet exposé, c'est est-ce qu'on peut obtenir, en regardant, en utilisant d'autres constructions, une base naturelle de ces espaces d'harmonique sphérique. Et donc on peut effectivement le faire. Alors, il y a une première façon de faire qui consiste à regarder ce qu'on appelle en théorie des représentations une loi de branchement. Alors je vais d'abord expliquer un petit peu ce que c'est en revisitant la décomposition d'harmonique sphérique, en utilisant simplement le fait bien connu que la sphère c'est un espace homogène sur l'espace de rotation. Et puis si vous fixez un point base, par exemple ce vecteur-là, le stabilisateur c'est le groupe des rotations autour de l'axe engendré. Et donc vous réalisez comme ceci la sphère comme le quotient de SO3 par SO2. Donc une fois que vous avez dit ça, en fait, vous connaissez a priori déjà la décomposition en représentation irréductible de l'espace L2, c'est la pure théorie de la représentation. L'espace L2, comme toute représentation d'un groupe compact, va se décomposer en somme directe de représentation irréductible, qui apparaissent avec cette multiplicité. Et ces multiplicités, ici, pour l'espace de fonctions sur un espace homogène, c'est la dimension des vecteurs invariants par le stabilisateur, ou si vous préférez, la dimension des formes linéaires invariantes, que j'ai écrit ici comme celle de l'espace des entrelacements sous SO2 de VL vers la représentation triviale. Et donc ce que la décomposition en harmonique sphérique vous dit, c'est que ces multiplicités sont toujours égales à 1, pour toute représentation irréductible. C'est quand même assez marquant. Alors une fois qu'on a vu ça, on peut se poser naturellement la question de ce qui se passe lorsqu'on remplace la représentation triviale de SO2 par des autres représentations irréductibles, c'est-à-dire les caractères. Et en fait, la réponse est très simple à formuler. Donc, si on note K, le caractère de SO2 qui correspond à UV à la puissance K, un élément du cercle, la représentation irréductible VL contient K exactement une fois, et ceci arrive lorsque la valeur absolue de K est plus petite que. Alors, là, ça doit être L, pardon, pas N, et 0 sinon. Donc, en d'autres termes, cette loi de branchement vous dit que quand vous décomposez, vous restreignez la représentation VL à ce stabilisateur, donc vous avez quand même fixé un vecteur, vous avez fixé une direction privilégiée, et une fois que vous avez fait ça, vous obtenez une décomposition naturelle de votre espace VL en droite. Et donc une fois que vous mettez ça dans la décomposition de l'espace de la sphère en harmonique sphérique, vous obtenez effectivement une décomposition en droite et donc une base de l'espace de fonction sur la sphère. Très bien. Alors, simplement, cette décomposition n'est pas forcément la plus naturelle, ça dépend du problème qu'on va considérer. Et pour illustrer ce point, je vais vous donner un autre exemple maintenant, où on va avoir besoin de considérer une autre base de ces espaces d'harmonique sphérique, de façon naturelle. C'est un problème de théorie des nombres, donc assez classique. On va regarder essentiellement les points à coordonnées entières sur la sphère.
Alors plus précisément, pour tout entier D positif, je regarde l'ensemble des points de R3 à coordonnées entières et de normes au carré égale à D, et puis je les reprojette sur la sphère par une ici de rapport adéquat, et je note cet ensemble GD. Donc la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que les points de GD se répartissent sur la sphère lorsque D tend vers l'infini. Alors il y a d'abord deux contraintes assez simples sur ces ensembles GD. Le premier, c'est que, en fait, quand je multiplie D par 4, je ne change pas l'ensemble de points, ça correspond simplement, c'est tout à fait élémentaire que si 4 fois D, une décomposition en somme de 3 carrés de 4 fois D, j'obtiens à partir d'une décomposition en 3 carrés de D, multipliant chaque coefficient par 2. Puis un deuxième résultat, pas trivial, mais qui remonte donc à Legendre et Gauss, c'est une condition nécessaire et suffisante pour que cet ensemble soit non vide. Donc à savoir, GD non vide, si seulement si D n'est pas de la forme une puissance de 4 fois un nombre conjugué à 7 modulo 8. Donc ça vous donne déjà des contraintes sur GD, notamment on va vouloir supposer que D n'est pas de cette forme-là, et puis à cause de la première contrainte, on peut toujours extraire de D la plus grande puissance de 4 qu'on puisse, et donc supposer que D n'est pas divisible par 4. En fait, une fois qu'on a imposé ces deux contraintes-là, on obtient le meilleur résultat qu'on puisse espérer, à savoir que quand D tend vers l'infini, donc D n'étant pas divisible par 4 et pas congrue à 7 modulo 8, cet ensemble, GD, il va s'équidistribuer sur S2 par rapport à la mesure de Lebesgue, c'est-à-dire la mesure de probabilité invariante, que je notais mu de S2 ici. Ce qui signifie concrètement la chose suivante: chaque fois que vous avez une fonction continue sur la sphère, vous prenez la mesure de probabilité de cette fonction uniforme sur cet ensemble GD, et ça converge lorsque D tend vers l'infini, l'intégrale de phi sur la sphère. Je vais expliquer un petit peu comment on peut prouver ce genre de résultat. Alors c'est un théorème qui est dû donc à Linnik dans une hypothèse supplémentaire et en général à Duke. Et donc je vais faire une hypothèse simplificatrice pour la suite. En fait, le cas vraiment essentiel, c'est le cas où D est sans facteur carré. J'expliquerai peut-être un peu en passant pourquoi. Donc, je vais supposer dans la suite qu'on est dans cette situation-là. Et puis je noterai grand D, le discriminant de l'extension quadratique imaginaire associée à moins D. Donc c'est soit moins D, soit 4 fois moins D en fonction de D modulo 4. Bon, alors comment est-ce qu'on peut attaquer ce problème en utilisant ce que je vous ai raconté avant sur les harmoniques sphériques? Alors, les harmoniques sphériques, ça vous donne essentiellement une base de l'espace des fonctions sur la sphère. Donc il suffit de montrer cette convergence pour les harmoniques sphériques. On va prendre phi, une harmonique sphérique. Alors évidemment, il y a le cas trivial où phi est une fonction constante, c'est-à-dire elle est dans V0, une norme harmonique de 0. Dans ce cas-là, la somme est constante, égale à 1 tout le long, et quand je viens vers l'intégrale, on va supposer que phi est orthogonale à la fonction aux fonctions constantes, donc étant VL pour égal à 0, et donc le but c'est de montrer que cette somme, s'appelle somme de Weil, parce qu'en général, ce genre de critère, c'est ce qu'on appelle un critère de Weil, notamment pour l'équidistribution de points sur le cercle, on veut montrer que ça tend vers 0. Alors, le point c'est que là, on a pris a priori n'importe quelle harmonique sphérique, et on est bien difficile a priori de dire quoi que ce soit sur cette somme pour l'instant. Alors, il y a une première restriction évidente qui utilise les symétries évidentes du problème, c'est que l'ensemble que j'ai défini sur le slide précédent, GD, est de façon transparente, invariante par l'action des rotations à coefficient rationnel, à coefficient entier. Et donc, quitte à faire une opération de moyenne sur la fonction phi, on peut toujours supposer, ça ne coûte rien, qu'elle est invariante par ce groupe SO3Z, qui est un groupe fini d'ailleurs. Bon, mais alors ça nous apporte déjà une première restriction, mais pas très forte, parce qu'en fait, finalement, cet espace-là, tout comme la dimension de VL que j'ai écrit tout à l'heure, va croître en dimension de façon linéaire avec L essentiellement. Donc ça va rester très gros quand on arrive là-dessus. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est étendre ce procédé de moyennisation, si je puis dire, à un ensemble le plus gros que SO3Z. Donc on va faire la chose suivante, c'est ce qu'on appelle un opérateur de Hecke. On va essentiellement prendre notre fonction phi et on va la moyenner le long de l'orbite alors de cet ensemble de rotations à coefficient rationnel, c'est-à-dire les rotations à coefficient rationnel et dont les dénominateurs divisent n. Alors ça évidemment c'est plus un sous-groupe, c'est invariant par SO3Z par contre, à gauche et à droite. Et on peut toujours faire cette moyenne, donc ça nous donne au moins un opérateur sur l'espace des fonctions sur la sphère. Et alors la chose, ce qui se passe ici,
pour ça que c'est quelque chose pas complètement stupide à considérer, c'est que ces opérateurs, en fait, on peut montrer assez facilement qu'ils sont auto-adjoints, puis de façon un petit peu moins évidente, en fait, ils commutent entre deux ados. Donc ce qu'on peut faire d'abord, c'est les co-diagonaliser, c'est-à-dire, vous pouvez toujours supposer que phi, du coup, est un vecteur propre pour tous ces opérateurs. Et en fait, on peut montrer d'ailleurs que pour un système de valeurs propres données, donc ces opérateurs sont indexés par les entiers, donc il y a une infinité de valeurs propres, pour un système de valeurs propres données, il y a en fait au plus une telle fonction. Donc là, ça nous donne à nouveau une base de l'espace des fonctions sur la sphère, qui est différente de la base que j'ai décrite tout à l'heure. C'est celle-là qu'on utilise. Alors, pour continuer, il va falloir que je donne un nom au système de valeurs propres correspondant, et il faut faire un petit changement de coordonnées. Donc, il va être plus commode, pour une raison que je vais expliquer dans un instant, d'utiliser plutôt que ces opérateurs de moyennisation SN, les opérateurs que je notais TL, qui se définissent très facilement à partir des SN, par cette petite relation. C'est les sommes alternées de SK. Et donc, je vais noter lambda phi n, la valeur propre correspondante. Et donc maintenant, il va se passer deux petits miracles, enfin deux pas si petits miracles. Alors voilà ce qu'on va faire. On va prendre les valeurs propres, et lambda phi n, et puis on va former à partir de ces valeurs propres une série de Dirichlet. En fait, on va en former deux. On va aussi former la série de Dirichlet à partir de ces valeurs propres, tordues par un certain caractère de Dirichlet quadratique, qui est, que je définis au-dessus, en fait c'est le caractère quadratique associé à l'extension quadratique que j'ai introduite tout à l'heure. A priori, ce sont juste des séries de Dirichlet, elles convergent, c'est assez facile de voir qu'elles convergent pour tirer L de S assez grand. Et alors le premier miracle, c'est qu'en fait, j'ai noté ça comme des fonctions M, elles méritent vraiment de s'appeler fonctions M, parce que notamment, elles admettent des prolongements Eulemans et des équations fonctionnelles qui, comme pour la fonction zeta, échangent S et 1 de Z. Donc la valeur centrale, ici, c'est un 2. Le deuxième miracle, c'est qu'il y a une formule, alors non pas pour la somme de vagues, mais plutôt pour le carré consonant, c'est un cas particulier d'un théorème de West-Purger, qui dans ce cas-là s'énonce sous cette forme que j'ai écrite ici. Donc le carré de la norme de la somme de vagues est égal à une certaine constante qu'on peut complètement expliciter et qui est en un certain sens plus élémentaire que les autres termes dans la formule, c'est fois ce quotient de valeur spéciale de fonction f. Donc au numérateur, vous avez les valeurs spéciales des deux fonctions f que je viens de définir. Et au dénominateur, vous avez la racine de t, puis la valeur en 1, donc ce n'est pas la valeur centrale, c'est la valeur au bord de la bande critique, d'une fonction L de Dirichlet. Alors une fois qu'on a cette formule, on peut terminer la preuve en utilisant quelques ingrédients supplémentaires de théorie analytique des nombres, donc notamment des bornes sur les valeurs des fonctions L. Une borne de Siegel qui correspond essentiellement à une région sans zéro des fonctions L de Dirichlet quadratique ici. Donc, ce qui est le dénominateur ne décroît pas plus vite que n'importe quelle puissance négative de D. Et donc il suffit d'avoir une bonne borne sur, donc je rappelle que c'est D qui varie, phi est fixé, une bonne borne pour la valeur centrale de la deuxième fonction L, la fonction L tordue ici. Quand il suffit de montrer que c'est plus petit que la racine de D, que le dénominateur, fois une puissance négative, petite, mais strictement positive, quelconque. Et alors ça, il se trouve que la borne triviale, c'est qu'on obtient avec l'équation fonctionnelle et le principe de Fragment-Lindelof, c'est la racine carrée de D, et on peut obtenir une borne un petit peu améliorée comme ça s'appelle en général une borne de sous-convexité, et dans ce cas-là, ça a été démontré par Duke, Friedlander et Iwaniec. Et donc ça termine, en tout cas, ça vous donne les éléments d'une preuve du théorème que j'ai présenté sur l'équivalentition des points dans GD. Et donc dans la suite de cet exposé, en fait, je vais plutôt parler de cette formule de West-Purger et essayer d'expliquer un peu d'où elle vient et comment on peut la comprendre. Alors la première chose que je voulais expliquer avant de parler de la formule de West-Purger, c'est le premier miracle qui s'est passé ici, c'est pourquoi est-ce que ces fonctions L sont vraiment des fonctions L, pourquoi est-ce qu'il y a des prolongements Eulemans, et pourquoi est-ce qu'il y a des équations fonctionnelles. Alors ça provient d'un lien, dans un certain sens, tout aussi mystérieux de prime abord, avec les formes modulaires. Donc je rappelle le contexte, on a une harmonique sphérique qui est propre pour les opérateurs de véhicule que j'ai défini tout à l'heure, de valeur propre que je vais noter lambda phi n. Et alors ce qu'on peut faire, c'est que plutôt que former une série de Dirichlet à partir des valeurs propres, on peut former une série de Fourier. Et là, on tombe, troisième petit miracle, sur une forme modulaire.
Alors, il faut renormaliser correctement les valeurs propres, mais une fois que la normalisation correcte a été introduite, on obtient en fait une forme modulaire, donc de poids, un certain poids qui dépend du degré de notre harmonique sphérique, et d'un niveau de niveau 2. Donc je rappelle ce que ça veut dire que cette une série de Fourier, c'est une fonction holomorphe sur le demi-plan de Poincaré qui vérifie une certaine équation fonctionnelle. Pour l'action par homographie des matrices 2x2 à coefficient entier qui sont de niveau 2, c'est-à-dire telles que 2 divise le coefficient en bas à gauche. Et la condition de cuspe-idéalité correspond à une condition de décroissance rapide à l'infini. Donc ça, c'est une conséquence d'un théorème beaucoup plus général de Jacquet-Langlands, on appelle la correspondance de Jacquet-Langlands. J'essaierai peut-être d'expliquer tout à l'heure une pseudo-explication de ce phénomène. Mais en tout cas, une fois que vous admettez ça, vous avez vraiment vous avez fait le lien avec les formes modulaires, vous obtenez une explication à l'existence du prolongement holomorphe de la fonction L de phi. Plus précisément, la fonction L de phi, à nouveau à une normalisation près, c'est-à-dire un décalage près, c'est la fonction L de la forme modulaire, qui se définit de la même façon comme une série Dirichlet à partir des coefficients de Fourier. Et cette fonction L de forme modulaire a été observée par Eike, c'est une observation très importante, mais c'est essentiellement une observation, qu'elle admet une autre représentation comme une intégrale. Donc essentiellement, lorsque vous insérez, enfin, vous multipliez par un facteur gamma adéquat, c'est la transformée de Méline de votre forme modulaire le long de l'axe imaginaire. Et ça vous donne immédiatement le prolongement holomorphe, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, la forme modulaire elle est à décroissance rapide, et ça implique que l'intégrale qui est à droite converge absolument pour tout S. Et puis ça nous donne aussi l'équation fonctionnelle en utilisant simplement la modularité de f pour une matrice très simple. Puis on a la même chose pour l'autre fonction L que j'avais introduite, il faut juste remplacer la forme modulaire f par une forme modulaire tordue, où j'ai tordu à nouveau les coefficients de Fourier par mon caractère quadratique. Voilà. Alors, maintenant j'aimerais vous expliquer, donc là je vous ai présenté deux formules qui, vues de très très loin, se ressemblent vaguement. Il y avait deux formules qui étaient une égalité entre une fonction L, d'une part, et d'autre part, une expression qui, dans le premier cas, dans la formule de Walpurgis, c'était le carré d'une somme de Weil, donc une somme discrète, et dans le cas ici, une intégrale continue. J'aimerais vous expliquer pourquoi, d'un certain point de vue, ces deux formules sont très similaires. Et ça nécessite de passer, donc d'utiliser le langage adélique, c'est-à-dire de reformuler les objets en termes adéliques. Alors, je rappelle ici, A, l'anneau des adèles de Q, donc c'est le produit restreint de tous les taux Pt, Pt archimélien, R, et puis il y a tous les corps de nombre P-adiques, et donc on prend le sous-anneau des éléments dans le produit qui, pour presque tout nombre premier P, sont des entiers P-adiques. Et donc il y a Q qui se plonge dans ce produit de façon diagonale. Et on peut en déduire du coup un plongement similaire pour le groupe SO3. Donc SO3, pour moi, c'est le groupe spécial orthogonal associé à la forme quadratique standard en 3, x carré plus y carré plus z carré. Donc ça a un sens de prendre ces points sur n'importe quel anneau. Donc SO3, les adèles, comme les adèles se décomposent comme un produit restreint de SO3 sur tous les composés de Q, et il contient de façon diagonale SO3 de Q. Alors le lien avec, donc je vais d'abord expliquer la réalisation des harmoniques sphériques. Donc le lien, on peut le faire essentiellement en utilisant la décomposition suivante. Donc le quotient, en fait, SO3 des adèles sur les points rationnels est compact dans ce cas-là, et il y en a même plus. Toute matrice de SO3 à coefficient dans les adèles peut s'écrire comme une matrice à coefficient rationnel pour un élément dans ce groupe compact. Donc à la place archimédienne, on met ce qu'on veut, et aux places P-adiques, on met simplement des matrices à coefficient non adèles. Une fois que vous avez cette décomposition, vous pouvez en fait identifier naturellement ce double quotient adélique, donc par la décomposition précédente, n'importe quel élément, n'importe quelle double classe ici, un représentant dans SO3 de R. Et ce représentant est bien défini à multiplication à droite près par SO2 de R, et à gauche par l'intersection de SO3 de Q avec ce groupe compact,
les matrices SO3 de des matrices coefficients entrée dans SO3. Et ça, c'est exactement ce qu'on a fait au début, c'est la sphère, ça, quotientée par l'action de ce groupe fini de rotation. Et je rappelle qu'on avait, dès le début, supposé que notre harmonique sphérique était invariant par SO3 de Z. Et donc on voit que les harmoniques sphériques, invariantes par SO3 de Z, peuvent maintenant, grâce à cette identité entre double classe et espace de double classe, s'identifier à des fonctions sur le quotient SO3 des AZ par la déformation. Et en fait, alors là, la propriété que mon harmonique sphérique était propre pour tous les opérateurs de Euclide correspond à une propriété très simple pour cette fonction. C'est ce qu'on appelle une forme automorphe, c'est-à-dire c'est une fonction propre généralisée. Au sens suivant, quand vous la translatez par action, par translation à droite de SO3 des AZ, vous regardez l'espace engendré, c'est une représentation irréductible. On va appeler pi. D'accord ? Et cette représentation irréductible, elle est complètement déterminée par les valeurs propres des opérateurs de Euclide qu'on a vu tout à l'heure. Alors, c'est une représentation de ce gros groupe, là, SO3 des AZ, qui se décompose essentiellement comme un produit de SO3 sur les complétés de Q. Et tout comme cette décomposition, on a aussi une décomposition, c'est une représentation irréductible, elle va se décomposer en un produit tensoriel restreint de représentation irréductible locale de ces groupes SO3 de QV ou V. Donc maintenant, je note par V une place quelconque pour Q, c'est-à-dire soit la place infinie, ce sera l'infini, soit une place P. Alors, on retrouve notamment, par exemple, dans cette décomposition, l'espace des harmoniques sphériques de degré L, la VL, dans lequel JV est phi au début. C'est exactement la composante archénéenne de cette décomposition. Dimension finie de Z plus 1, comme je le disais au départ. Il y a une différence fondamentale lorsque vous regardez ce qui se passe aux places finies. C'est que dès que P est différent de 2, ou il se passe quelque chose de dégénéré, en fait, ces pi P là, ce sont des représentations de dimension infinie. Donc vous avez troqué, on a troqué en quelque sorte l'harmonique sphérique, phi, avec une représentation, c'est un objet qui a plus de structure, mais qui est infini en quelque sorte en deux directions différentes. D'abord, c'est un produit tensoriel infini. Puis en plus, dans ce produit tensoriel infini, la plupart des termes sont eux-mêmes des représentations de dimension infinie. Je vais expliquer que c'est quand même un remplacement qui a du sens et qui permet justement de comprendre mieux les formules que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça, c'est pour les harmoniques sphériques. On peut faire la même chose pour les formes modulaires, c'est tout à fait classique. Alors, sauf que là, je vais le faire d'habitude, on utilise le groupe SL2. Là, pour garder le parallèle avec ce que je fais avant, je vais plutôt utiliser un groupe spécial orthogonal, SO21. C'est pas très loin de SL2, en fait, c'est PGL2. Donc ce quotient-là, SO21 donc, par O2, c'est la moitié d'un hyperbolide à 2 nappes. Donc c'est aussi un modèle pour le plan hyperbolique, tout comme de demi-plan point carré. Donc on a une identification naturelle entre les deux que ici de façon explicite. Et puis à nouveau, pour un procédé similaire, c'est-à-dire en identifiant essentiellement un quotient de H par un sous-groupe de congruence avec un ensemble de double classes adéliques, on peut associer à notre forme modulaire F une forme automorphe phi', alors non plus sur SO3, mais sur le groupe orthogonal SO21, c'est-à-dire celui associé forme quadratique de signature 2, 1. À chaque fois, je prends la forme quadratique, il faut que la forme quadratique soit définie sur Q, donc je prends la forme quadratique standard avec cette signature. X carré plus Y carré. Et donc, on a au niveau une forme automorphe sur un autre groupe orthogonal, et on a aussi une représentation automorphe. Je vais noter phi'. Donc, le groupe n'est pas tout à fait le même. Et les représentations qu'on obtient ici, les composantes locales, sont des représentations des groupes de ce groupe SO21 sur les complétés de Q. Alors déjà, on peut reformuler en ces termes la correspondance de Jacques et Langlands. Ça ne vous expliquera pas plus pourquoi c'est vrai, mais ça vous donnera une intuition une idée de pourquoi est-ce que c'est pas complètement absurde comme ce théorème. Donc, ce que je veux dire, c'est que la réponse de Jacques et Langlands se reformule en termes beaucoup plus simples lorsqu'on regarde les représentations automorphes associées. Plus précisément, F et phi, donc F c'est la forme modulaire associée à phi, en utilisant les valeurs propres de phi pour former une série de Fourier.
Donc, se correspondent en fait par la classe force de Jeffrey-Langland, ça correspond au fait que ces représentations locales-là sont les mêmes en toute place qui est différente de la place archimédienne et de la place correspondant au premier taux. Et donc, je vous demande de remarquer qu'en ces premiers-là, en fait, les deux formes quadratiques que j'ai considérées sont isomorphes, et donc les groupes spéciaux orthogonaux aussi, et ça rassemble de comparer la composition. Donc voilà pour ce qui est de la labellisation des harmoniques sphériques et des formes modulaires. On peut maintenant reformuler les identités de EQ et de Vesperger en ces termes. Et alors ce qui va apparaître maintenant naturellement, c'est ce qu'on appelle des périodes automorphes. Donc pour le cas de la période de EQ, donc les périodes automorphes sont associées à des sous-groupes des groupes qu'on a considérés précédemment. Donc pour EQ, on va prendre un tore déployé dans SO2.1, c'est-à-dire un sous-groupe SO1.1, c'est le stabilisateur d'un point hyperbolique dans notre espace quadratique, si vous voulez. En fait, c'est juste le groupe multiplicatif. Et on va prendre notre forme automorphe et on va l'intégrer le long de ce sous-groupe. Donc comme c'est multiplicatif, on l'intègre sur les unités de node ZZ, c'est le groupe des idèles. Évidemment, en quotient par les points rationnels, tout est invariant par les points rationnels. Et puis, on peut aussi insérer ici un petit caractère, c'est la valeur absolue à l'exponence S, de sorte qu'on va obtenir à nouveau la valeur de la fonction L, une représentation de la fonction L pour toutes les valeurs de S. Et donc, il se trouve que ça redonne exactement l'intégrale qui apparaissait dans la formule de EQ, c'est-à-dire la transformée de Mellin de la restriction de notre forme modulaire à l'axe imaginaire, éventuellement décalé. Et alors, on peut faire exactement la même chose pour la somme de vagues qui apparaissait dans la formule de Vesperger. Cette fois, il faut remplacer ce sous-groupe par un autre groupe spécial orthogonal en deux variables, mais où la forme quadratique est un peu différente. Enfin, cette forme quadratique-là, c'est la norme de l'extension quadratique imaginaire qu'on avait tout à l'heure. Et alors, la période de Vesperger, c'est essentiellement la même chose. Il faut simplement translater par un point. Il faut choisir un point en fait dans la transforme G2. C'est là où apparaît la condition que j'ai dit. Et une fois qu'on a joué ce point, en fait, on obtient un prolongement de ce tore dans la SO3, c'est-à-dire on obtient un prolongement. Enfin, on peut réaliser ça comme le groupe spécial orthogonal du complémentaire orthogonal de ce vecteur. Complémentaire orthogonal, c'est un plan en Q et un plan quadratique, et ça, c'est son groupe spécial orthogonal. Et une fois qu'on a fait ce choix, en fait, donc la période de Vesperger, c'est l'intégrale sur à nouveau les points adéliques de ce tore modulo les points rationnels. Ça vous redonne en fait exactement à cette translation près la somme de vagues qu'on a. Et donc une fois qu'on a ces formules, on peut réécrire les identités précédentes, donc celle de EQ et celle de Vesperger, en termes de ces périodes automorphes. Donc les deux expressions qu'on avait avant, cette somme discrète et cette intégrale continue, deviennent maintenant simplement des intégrales de forme automorphe sur des sous-groupes. Et donc par contre, j'ai renommé la fonction L qu'on avait tout à l'heure. Je n'ai non plus indexé par la forme phi, mais par la représentation automorphe pi. En fait, elle ne dépend que de la représentation automorphe et pas de la forme automorphe choisie. Et de même pour la fonction L de temps. Alors la formule de Vesperger, en fait, elle est plus générale que ça, parce que tout comme la formule de EQ, vous voyez, c'est pour toute S. On a introduit dans la période un caractère. On peut aussi introduire dans la période de Vesperger un caractère. Donc c'est cette formule-là, un peu plus générale. Donc le caractère qu'on va introduire, ça va être un caractère du tore TD sur lequel on appelle, et c'est un caractère sur le point adélique qui est trivial sur le point rationnel. C'est un gros son de caractère, si vous voulez, ou un caractère autrement. Et dans ce cas-là, lorsqu'on fait ça, on obtient une formule similaire, c'est-à-dire pour le carré de la norme de la période, c'est essentiellement égal à la valeur centrale d'une fonction L. Alors on n'a plus deux fonctions L, maintenant on n'en a qu'une seule. C'est parce que j'ai remplacé cette fonction. Donc le produit des deux fonctions L peut se réécrire dans le cas où qui est égal à 1 comme la fonction L du changement de base. C'est une certaine représentation automorphe de SO3 sur l'anneau des adènes, non pas de Q, mais de l'extension quadratique de Q augmentée. Et on peut à nouveau l'attendre par ce caractère, comme tout à l'heure. Et donc on a une formule de cette forme-là. Et alors j'ai rajouté un certain nombre de termes. J'ai rendu la formule un petit peu plus précise. Et ce produit, c'est un produit sur toutes les places, où presque tous les termes valent 1, et c'est ce qu'on appelle des périodes de temps. Et alors pourquoi je les ai introduits? C'est pour vous expliquer qu'on
en général, donc quand qui n'est pas égal à 1 pour la représentation dans laquelle des harmoniques sphériques par exemple, la formule qu'on a n'est pas aussi bonne que celle d'avant parce que les périodes locales sont des objets plus simples que la période globale, mais malheureusement ils peuvent s'annuler identiquement pour des raisons locales. Plus précisément, donc si on veut s'intéresser par exemple à la question de la nominalisation de la valeur centrale, ici c'est une question c'est une question qui intéresse beaucoup de gens, la nominalisation de valeur centrale de certaines fonctions web. Il faut déjà s'assurer, pour obtenir un critère pour la nominalisation en termes de la nominalisation de la période qui est à gauche, il faut déjà s'assurer que les périodes locales ici s'annulent. Alors ces périodes locales, je ne l'ai pas dit, cette identité-là, c'est maintenant non plus une identité entre nombres, c'est plus une égalité de nombres, c'est une égalité de fonctionnels. C'est donc plus vrai simplement pour l'harmonique sphérique qu'on a vu tout à l'heure, mais maintenant on peut laisser varier phi dans la représentation automorphique. Ça peut être n'importe quel vecteur dans ce très gros espace. Donc, comme c'est une égalité fonctionnelle, donc la question c'est quand est-ce que ces fonctionnels sont nommés. Et ces fonctionnels, tout comme la fonctionnelle globale, elle a une propriété d'invariance évidente, elle est invariante, c'est une intégrale sur un sous-groupe, elle est invariante dans ce sous-groupe. Donc les fonctionnels locales, a fortiori, vont être aussi invariantes dans ce sous-groupe. Donc il y a une condition nécessaire, évidente, pour que cette période soit non nulle, c'est qu'il y ait une forme linéaire invariante par les points locaux de mon tor, que je noté TV ici, sur ce produit tensoriel. C'est-à-dire ça correspond exactement à la question du branchement qu'on avait au début. Quand est-ce que ce caractère-là est un quotient, donc lorsqu'on restreint, donc je rappelle que le tor ici c'est un SO2 à l'intérieur de mon SO3. Et quand est-ce que la restriction de cette représentation du SO3 sur complété de Q à ce SO2 contient ce caractère. Il se trouve qu'on a aussi un critère, donc il y a un résultat général qui vous dit quand est-ce que ça arrive, un résultat qui est dû à Tunnel et Salto, et il s'exprime en termes de ce qu'on appelle les facteurs epsilon locaux. Donc, la condition elle est ici. Donc le facteur epsilon local, donc le facteur epsilon locaux, c'est des signes, c'est des plus 1 ou des moins 1. Et la relation avec la fonction L globale qui apparaît dans la formule, c'est que leur produit sur toutes les places, c'est exactement le signe qui apparaît dans l'équation fonctionnelle. La valeur S, la valeur en 1 moins S. Donc le critère, c'est que ce signe doit valoir moins 1 lorsque la place c'est la place archimédienne de 2, et plus 1 c'est 1. Notamment à la place archimédienne, en fait, ça peut se réécrire, ça peut se réexprimer sous une forme plus concrète, parce que j'ai expliqué tout à l'heure, en termes d'inégalité entre deux entiers. Mais en général, aux places P-adiques, il n'y a pas de critère plus simple que celui. Bon, alors après tous ces préliminaires, je vais pouvoir maintenant vous expliquer les conjectures de Gangos-Froissart, dans un cas particulier. Donc ces conjectures, elles ont pour objectif de généraliser cette formule à un cadre plus général. On va prendre des groupes plus gros. On va prendre SO3, SO2, on va prendre d'autres groupes. Et alors là, je vais faire un saut de cabri, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais on va passer d'un coup des groupes orthogonaux aux groupes unitaires, puis je reviendrai aux groupes orthogonaux à la fin. Donc la situation c'est la suivante, si vous voulez des groupes unitaires, il faut fixer une extension quadratique. Donc c'est plus forcément une extension quadratique imaginaire comme tout à l'heure, n'importe quelle extension quadratique de Q. Et en fait, tout ce que je vais raconter c'est plus général que ça, on n'est pas obligé de se placer sur Q, on peut se placer sur n'importe quel coordonnée. Et pour simplifier, je suppose que on fixe deux espaces hermitiens, donc ça a un sens de parler d'un espace hermitien par rapport à une extension quadratique, d'accord? C'est un espace vectoriel sur K, ici, tension finie, et muni d'une forme hermitienne, hermitien étant défini par rapport à l'automorphisme des aléas de cette extension. Ces deux espaces hermitiens, l'un étant inclus dans l'autre, et de codimension 1 à l'intérieur. Donc je note M, la dimension du petit de l'espace hermitien, et donc N plus 1, la dimension du plus gros. En d'autres termes, le W, c'est juste un hyperplan non dégénéré. Non. Une fois qu'on a des espaces hermitiens, on peut considérer les groupes unitaires associés. Donc les IW et les W. Ils sont naturellement inclus l'un dans l'autre. Si vous avez l'automorphisme unitaire de W, vous pouvez l'étendre à V en faisant agir individuellement sur l'orthogonale. Et ce sont des groupes algébriques sur Q. Donc comme tout à l'heure, maintenant, on peut faire exactement la même chose pour ces groupes que
fonction sur ces mêmes groupes qui sont invariantes à gauche par des points rationnels. Et puis il y a la condition de cuspidalité que je n'ai pas expliqué dans le cadre automorphe, mais ça correspond exactement à la condition qu'on a vue tout à l'heure sur la forme modulaire. C'est-à-dire que les fonctions qui réalisent ces représentations sont à décroissance harmonique. Donc maintenant, on va associer à ces représentations on veut deux invariants qu'on aimerait bien relier. Il y a d'abord une période. Alors la période, c'est la généralisation naturelle de Weierstrass avec le Gangos-Prasad. On intègre, donc on prend une forme automorphe dans la représentation du petit groupe unitaire, une forme automorphe dans la représentation du gros groupe unitaire, et on intègre leurs produits sur le petit groupe unitaire. Comme tout à l'heure, on avait une forme automorphe sur SO3, donc c'est filet. Une forme automorphe sur SO2, en fait, c'était juste le caractère. On avait fait leurs produits, et on les avait intégrés sur le corps SO2. On a le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est une fonction L. Alors, ça, je ne vais pas dire grand-chose. Je trouve qu'on peut associer aussi, dans ce cas-là, une fonction L à notre paire de représentation automorphe. Je vais noter comme ça, comme ceci. Ce qu'on appelle une fonction L de Selberg. Et alors, elle est plus naturellement associée, non pas directement à mes représentations automorphes, mais à ce qu'on appelle leur changement de base. Donc, comme tout à l'heure, le changement de base, ça permet de passer d'une représentation automorphe d'un groupe à une représentation automorphe de ce même groupe, mais sur l'extension de la considération. Donc ici, et quand on change de base un groupe unitaire, les groupes unitaires, étant les scalaires à K, en fait, ça devient des groupes unitaires. Voilà, et donc c'est une fonction L qu'on peut définir un peu de la même façon que la fonction L qu'on avait tout à l'heure, en termes essentiellement de valeurs propres et que. Et elle a une équation fonctionnelle et son forme de symétrie, comme tout à l'heure, c'est un demi. Et donc maintenant, on a tous les ingrédients pour énoncer le théorème principal, c'est une conjecture de Gangos-Prasad. Et maintenant, donc, je vous ai montré, grâce aux travaux de nombreuses personnes, notamment moi et mes collaborateurs, donc Yifang Liu, Wei Zhang, Xiong Enzu, Tian Chaudoir et Michel Zidor. Donc l'énoncé de la conjecture de Gangos-Prasad, ce n'est pas tout à fait l'analogue de la formule de Weierstrass directement. Ça concerne seulement la non-annulation de la valeur centrale. Et donc on peut l'énoncer de la façon suivante. Donc sous une hypothèse un peu technique que je passe sous silence. On a une équivalence entre les deux propositions suivantes. Donc d'une part, la valeur centrale de notre fonction f est nulle. Et d'autre part, alors, c'est pas aussi simple que je voudrais, c'est pas équivalent à ce que la période de Gangos-Prasad soit non nulle. Et ça, c'est à cause donc la raison essentielle, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer avec ces lois de branchement local, c'est que ces périodes globales peuvent s'annuler automatiquement pour des raisons purement locales. Il faut qu'il y ait des lois de branchement local qui soient vérifiées. Et la façon de contourner cette difficulté, c'est en fait s'autoriser à changer le groupe et les représentations. Ce qui correspond, comme tout à l'heure, à passer d'une représentation automorphe pour SO3, donc notre harmonie sphérique, à une forme automorphe pour SL2 ou SO2.1, c'est-à-dire une forme modulaire. C'est la correspondance de chaque groupe. Donc ce groupe, ça doit être un groupe de la même forme, ça doit être des groupes unitaires de deux espaces hermitiens, V' et W', de même dimension, qui sont aussi inclus l'un dans l'autre. Donc la représentation petit W' ou petit V'. Et puis ils doivent satisfaire la condition qui est l'analogue de la condition de Jacques Langlands tout à l'heure. C'est qu'en presque toute place, les composantes locales de ces représentations sont les mêmes que pour les représentations dont on était parti. Et la deuxième condition, évidemment, c'est celle qu'on attend, c'est que la période de Gangos-Prasad est non nulle sur ces représentations pi V' et pi W. Donc ça, c'est la conjecture de Gangos-Prasad. Alors en fait, il y a aussi une généralisation directe de la formule de Weierstrass. C'est une formule explicite qui relie à nouveau le carré de la période à la valeur centrale de la fonction. C'est conjecturé, donc c'est un sorte de raffinement de la conjecture de Gangos-Prasad, conjecturé par Tino Teda et voilà. Alors comme tout à l'heure, en fait, il y a aussi un analogue local qui correspond à décrire des voies de branchement. Donc, ici, c'est une voie de branchement lorsqu'on restreint une représentation du gros groupe unitaire au petit groupe unitaire, pour des groupes locaux. Et à nouveau, bon, la description, je ne vais pas la donner, mais c'est en termes de facteur epsilon. Mais ce que ça implique en particulier, c'est que le quadruplé qui apparaît dans le point 2, là, on a changé de groupe, donc on a introduit
4 éléments supplémentaires, 2 espaces hermitiens et 2 représentations de mouvement. En fait, s'il existe des études, aussi cette assertion d'unicité. Donc voilà. Alors je voudrais finir très rapidement sur juste quelques remarques. Juste d'abord un mot sur la preuve. J'en parlais pas du tout à part ça. Donc la preuve, en fait, ça consiste essentiellement à faire la chose suivante. Il faut relier le carré de la période de Gann-Post-Prasad à une autre période qui représente cette fonction L, tout comme tout à l'heure, l'intégrale de VQ représentait la fonction L d'une forme modulaire. C'est ce qu'on appelle les périodes de Rankine-Selberg. Et ça, la comparaison se fait de façon indirecte par ce qu'on appelle les formules des traces relatives. La deuxième remarque, c'est qu'il y a des conjectures aussi pour d'autres groupes. Donc d'abord pour les groupes unitaires, en fait, on a pris pour l'instant un groupe unitaire de rang L pour un groupe unitaire de rang N plus 1, mais on peut aussi prendre en fait, le produit de deux groupes unitaires de rang quelconque. Dans le cas où la différence des rangs est impaire, on a démontré cette généralisation avec Pierre-Henri Chaudoir. Et puis plus récemment, Paul Boisseau, Wei Xiaolu et Hang Shui ont démontré l'analogue de la conjecture pour les produits groupes unitaires lorsque la différence des rangs est paire. La période prend une forme assez différente de ce que j'ai dit pour l'instant. La troisième remarque, c'est de revenir aux groupes orthogonaux. Alors en fait, la conjecture originale de Post-Prasad, notamment Gann, ne les rejoignent pour formuler des conjectures pour d'autres classiques, portaient effectivement sur la généralisation naturelle de la formule Weisberger de orthogonaux, c'est-à-dire des produits de groupes orthogonaux en un nombre de variables consécutifs. Alors en fait, cette conjecture-là, elle existe, mais elle est toujours ouverte en général, donc, sauf en petit rang. Donc quand n égale 2, on retrouve la formule de Weisberger, et puis n égale 3, c'est essentiellement ce qu'on appelle la formule. C'est la formule pour la valeur centrale de la fonction L de produit triple. Donc c'est du Garrett, Harris, Kudla, et le dernier résultat qui donne la formule la plus générale, parce que là, il y a une dernière, oui, donc là, je voulais aussi mentionner l'existence de variantes arithmétiques de ces conjectures qui généralisent, vous en avez déjà entendu parler, la formule Ozagi, qui consiste essentiellement, très grosso modo, à remplacer le carré de la période de Gann-Post-Prasad par un produit d'intersection arithmétique sur une variété chinoise. Et la valeur centrale de la fonction L est remplacée par cette première dérivée. Et donc il y a eu aussi beaucoup de progrès ces dernières années sur cette conjecture, notamment tout un programme développé par Weizhang pour le démontrer, via une comparaison de formules des traces relatives arithmétiques. J'en parlerai pas non plus, mais je mentionne rapidement quelques applications. Donc j'ai parlé tout à l'heure de sous-convexité, mais en fait on peut aussi déduire de ce genre de formule des résultats de sous-convexité pour les fonctions L. Ça a été fait dans les travaux d'Akshay Venkatesh et plus récemment de Paul Nelson. Il y a aussi des applications conjecture de Birch-Swanton d'ailleurs, où sa généralisation en rang supérieur par Gleason-Bloch Kato, donc il y a ce travail du Tian, Chiao, Weizhang et Shimizu. Et puis, dernière remarque. Donc cette relation entre les périodes de Tollant et les fonctions L, ça paraît être une coïncidence, mais en fait, depuis plusieurs années, il y a des gens qui travaillent à expliquer ça avec un formalisme général. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le problème de l'ambiance relative. Et je voudrais mentionner notamment des travaux récents qui reformulent tout ça dans des termes encore différents, ce qu'on appelle l'actualité hamiltonienne de David Bensby, Yanis Sakellari et Akshay Venkatesh. Et je vous encourage notamment, si vous êtes intéressé par ces questions, à aller voir l'exposé Bourbaki, qui a eu lieu dans le dernier séminaire Bourbaki par Vitek Guerre sur ce travail. Je suis désolé d'avoir un petit peu dépassé. Merci pour l'exposé. Donc on a le temps pour peut-être une question, vu que le déjeuner nous attend.
ça ne redonne pas une démonstration. Tout à fait. Il n'y a pas d'autres commentaires. On remercie encore Raphaël.